Bienvenue dans ce petit déjeuner sur la vidéosurveillance et surtout la vidéoprotection. Vous êtes à peu près moitié-moitié d'après ce que j'ai compris, secteur privé, secteur public. Je vais animer cette conférence avec Michel Georges qui est là et puis Virginie Cadieux qui est à ses côtés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de contrôle avant. Et notamment, il y a une compétence très particulière sur laquelle on va revenir. Mais ici, j'avais décidé de centrer sur les contrôles CNIL, puisque c'est une nouvelle compétence de la Commission. Et aujourd'hui, il y a une présentation à faire de ces contrôles, parce qu'ils se situent un peu en rupture avec les contrôles préexistants. Je vais aussi centrer cette conférence sur la vidéoprotection. Vous savez qu'il y a eu une évolution de la terminologie. Je salue cette évolution de la vidéoprotection. Je ne résiste pas à dire que le ministère de l'Intérieur dit que c'est lui qui a inventé le mot vidéoprotection. J'en donne acte. Moi, je pensais que c'était moi. Donc voilà. En tout cas, sûrement de manière séparée, parce que nous n'avions aucun contact. Nous avons pensé exactement à la même chose. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'on est dans l'ère du temps. Et peu importe, moi, quand j'ai vu le terme vidéoprotection, je me suis dit c'est effectivement une nouvelle position qui me paraît très importante sur le plan juridique. Et je crois qu'on est passé, j'ai pas utilisé le terme vidéoprotection en tant que tel, je l'ai utilisé, mais j'ai utilisé un terme beaucoup plus large, qui est en fait les technoprotections. Et ce qui me paraît vraiment très important, c'est une évolution des technologies de surveillance, dont le maître mot est la liberté, à des technologies de protection, dont le maître mot est la sécurité. Et on voit bien ici une nouvelle balance entre le droit à la liberté et donc la vie privée, et le droit à la sécurité et donc la protection. Et c'est dans cette nouvelle règle du jeu, entre surveillance et protection, que se situent les contrôles CNIL. Il y a eu tout un débat, pour ceux qui ont essayé de suivre ça, puisqu'on est à une situation maintenant qui est un peu embarrassante sur le plan juridique, tout à fait adaptée sur le plan des libertés. Je pense que la Commission est tout à fait compétente sur ce domaine-là. Le mécanisme qui existait préalablement, on va y revenir, sous l'autorité du préfet, l'était aussi. Il y a là une nouvelle avancée quand même, dont il faut se demander si elle doit continuer, ou si elle doit se conjuguer, ou si elle doit régresser. En ce qui me concerne, en quelques mots, c'est que moi j'ai eu la chance de naître professionnellement en même temps que la loi informatique fichier liberté. Et moi, il me semble que les contrôles CNIL, à côté des autres contrôles, je pense que le fait d'avoir plusieurs systèmes de contrôle dans une démocratie, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vous propose donc un voyage à travers cette vidéoprotection, un voyage qui est plein d'embûches et dont vous avez nécessairement besoin d'un avocat. Je comprends de moins en moins le droit dans le domaine des technologies avancées. C'est pas trop une coquetterie. C'est pas trop une coquetterie que de vous indiquer que quelque part, à l'américaine, on injecte dans nos systèmes juridiques des technologies, comme celle de la vidéoprotection, ou des traitements automatisés d'informations nominatives, ou des systèmes de traitement automatisé de données. Si je prends la loi sur la fraude informatique, elle ne parle pas d'informatique. C'est son titre. Mais elle ne parle pas d'informatique. Elle parle des systèmes de traitement automatisé de données. La loi informatique fichier liberté ne parle pas d'informatique. Elle parle des traitements automatisés de données à caractère personnel. Et si je prends la LOPSI 2, on trouve à l'intérieur la vidéoprotection. Et la vidéoprotection, technologiquement, c'est à la fois un système de traitement automatisé de données qui relève donc de la loi sur la fraude informatique et qui nous renvoie à la loi Godefroy. Et puis, ça relève aussi d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Ainsi, par exemple, question d'entrée, j'ai un système de vidéoprotection qui est totalement illégal. La CNIL fait un contrôle.
est-elle compétente pour condamner? On est là dans une situation où d'un côté on a une organisation administrative et de l'autre côté on a une organisation vie privée. Si on prend la compétence de la CNIL, 80% de son activité avant la loi de 2004, modifiant la loi de 1978, traduisant la directive 95-46, 80% de la CNIL était orientée secteur public jusqu'à 2004. Et à partir de 2004, 80% de l'activité de la CNIL est orientée secteur privé. Et lorsqu'on a un système illégal, on relève de quelle juridiction? Est-ce qu'on relève des deux juridictions? On aurait tendance à dire oui. Mais deux juridictions veut dire peut-être connexité, peut-être contradiction de décision. En tout cas, il va falloir combiner cet aspect-là. Et à chaque fois, on a des technologies. Ces technologies, elles ne sont pas toutes homogènes. Et il faudra retrouver les lois où ces technologies entrent ou n'entrent pas. La vidéoprotection entre dans la loi informatique fichier liberté. La vidéoprotection, par exemple, entre dans la loi sur la fraude informatique. Mais si je prends, par exemple, les textes particuliers à la fraude en matière de défense nationale, la défense nationale parle, elle, d'informatique. Et donc, quelque part, un système numérique de vidéosurveillance ou un système numérique de vidéoprotection, c'est bien un système informatique au sens de la législation de la défense nationale sur la protection des systèmes d'information. Donc, vous voyez qu'il va falloir combiner aujourd'hui toutes ces règles-là, et c'est assez compliqué, puisque nous ne sommes pas homogènes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ce que fait le législateur, ou le gouvernement, c'est d'intégrer du droit de cette technologie-là à l'intérieur des corpus, aux juristes de manière plus générale de s'y retrouver avec cela. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même redessiner une harmonisation dans ce cas de figure. Nous avions une première difficulté, c'était qu'est-ce que c'était que la vidéosurveillance au regard de la loi informatique et liberté. Maintenant, on a une deuxième difficulté, on a toujours une difficulté de fond, mais on a une deuxième difficulté qui est la vidéoprotection au regard maintenant des procédures de contrôle et de sanctions. Donc la CNIL, forte de cette nouvelle compétence, a réalisé 230 contrôles portant sur les dispositifs de vidéoprotection. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres contrôles avant, il y en avait. J'ai ici différents éléments. Les statistiques que j'ai pu recevoir donnent que pour les commissions départementales, il y avait eu en 2011 584 contrôles. Donc, les 230 contrôles de la CNIL qui sont apparus, ce qui a rendu la situation un peu singulière, c'est qu'il y a eu quand même, il y a beaucoup de vidéoprotection qui sont en situation de légalité, disons-nous, approximative. Donc, la problématique, c'est la légalité des systèmes de vidéoprotection et, de manière générale, de la protection des personnes filmées. Sachant qu'aujourd'hui, n'importe qui filme. Et par exemple, pour les people, et chacun d'entre nous aujourd'hui est un people, il suffit de me rejoindre sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore, ce serait temps de devenir mes amis. En plus, j'ai des tweets, j'ai créé un tweet qui s'appelle hashtag DH virtuel, où j'essaye de mettre en place une charte des droits de l'homme au niveau mondial. Et aujourd'hui, n'importe qui peut être filmé. En une seconde, vous êtes filmé et hop, sur Twitter, retweeté, et vous apparaissez au monde entier. Ce qui veut donc dire que la vidéo, elle est entre les mains du public, elle est entre les mains des professionnels, et elle est entre les mains, bien évidemment, des pouvoirs publics. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Vous pouvez maintenant dénoncer n'importe quelle caméra qui est mal présentée. Donc on est dans un monde qui est un monde de régulation par le film ou par l'image. Toujours en termes de problématiques, un autre point qui est important, c'est qu'attention, on est quasiment à la position finale de la proposition de règlement qui va mettre fin au règne de la directive 95-46 en Europe et mettre un nouveau texte. Et dans la proposition de règlement, vous avez Privacy by Design. Et Privacy by Design, ce n'est pas qu'une formule, c'est bien un élément qui fait que vous devez prendre en compte les domaines informatique et liberté d'entrée.
Et ces domaines informatiques et libertés, ils s'appliquent à la vidéoprotection comme ils s'appliquent à la vidéosurveillance. Si on fait court, c'est plus complexe que ça. Mais si on fait court, vidéoprotection dans le domaine public, vidéosurveillance dans le domaine privé. Je sais qu'il y a il y a un abîme entre les deux. Mais restons pour l'instant à ce niveau-là. Dans tous les cas de figure, qu'on soit sur le secteur privé ou qu'on soit sur les secteurs publics, la loi informatique, fichiers et libertés, elle s'applique. Et les droits de l'homme numérique, notamment l'article 1er, la loi est au service de chaque citoyen, s'applique. Et donc une caméra numérique, c'est d'abord et avant tout un traitement automatisé de données à caractère personnel, qui va entrer donc très naturellement dans le cadre de la proposition de règlement. Quelles sont les tendances auxquelles on va avoir affaire? Si je donne les tendances, c'est que le regard que vous avez, à la fois en tant que politique et en tant qu'économiste, en tant qu'industriel et en tant que juriste, c'est la multisurveillance. C'est-à-dire que l'on passe aujourd'hui d'un système où tout le monde est en situation de surveillance, et surtout en situation de surveillance ex ante. Jusqu'à maintenant, il y avait toute la surveillance, c'était une surveillance plutôt ex post, de type enquête, où les gens étaient effectivement innocents, et certains éléments qui pouvaient faire penser, dans le cadre d'un faisceau concordant d'indices, qu'il y avait des gens en situation de commettre des infractions, et c'est cela qui était enquêté, en tout cas surveillé. Nous quittons une société où il y a des innocents, dans lequel certains sont un peu moins innocents que d'autres, à une société dont tout le monde est coupable. Le problème de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance, c'est qu'on passe d'un contrôle ex post à un contrôle ex ante. Deuxième élément extrêmement pernicieux, pardon du terme, parce qu'il demande à mon avis un débat. Non pas qu'en ce qui me concerne, j'ai une quelconque critique à faire, mais la vidéo-analyse et la vidéo-analyse prédictive est extrêmement intéressante. On continue à avancer dans les technologies. Après, effectivement, en Angleterre, le détecteur de mensonges, lorsqu'on appelait la sécurité sociale anglaise, et on vous donne tapez 1, tapez 2, tapez 3, et à un moment donné, on vous dit vous allez être mis sous détecteur de mensonges, et les gens raccrochent. Ça a entraîné quand même une baisse de la fraude de manière extrêmement importante. Le logiciel américain, dont il y a une expérience en Angleterre, qui permet de prédire effectivement de manière non nominative, les lieux d'infraction. Mais je vous rappelle que le non nominatif, lorsqu'il est comportemental, entre dans le cadre de la sphère informatique et liberté, puisque dans la proposition de règlement, les comportements, même s'ils ne sont pas identifiants, mais qui peuvent être rapportés à une personne, entre dans le cadre de ce qu'on appelle la réglementation informatique et liberté. Donc avant, la summa dividio, c'était si c'est anonyme, c'est pas informatique et liberté, et si c'est identifiant, direct ou indirectement, c'est informatique et liberté. Maintenant, c'est plus vrai, la personnalisation anonyme, l'anonymat, dès le moment où il est comportemental, devient un élément, entre guillemets, informatique et liberté. Donc, la vidéo prédictive et de manière générale, la vidéo-verbalisation sont les suites de demain, mais déjà expérimentées aujourd'hui, de l'utilisation de la vidéoprotection. Et enfin, le couplage avec d'autres technologies, le son, la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, elle est impressionnante. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas d'aller sur YouTube. Si vous tapez Alain Bensoussan biométrie, vous retrouverez donc 24 heures sur 24 et je fais une présentation d'un système, celui d'Accenture, dans lequel nous avons été à leur laboratoire que nous avons tourné pour MyDSI TV. Et le système m'a reconnu en quelques secondes, sur 60 millions de personnes. Donc, avec un taux d'erreur qui reste extrêmement faible. Le seul endroit où le système s'est trompé, il a reconnu tous les gens, dont moi. La seule différence sur moi, c'est qu'il s'est trompé sur mon âge, mais il faut dire aussi que je triche un peu. Hein. Je vous propose de regarder le périmètre des contrôles opérés par la CNIL, les manquements constatés par la CNIL, la suite des contrôles
Et puis les tendances 2013 annoncées par